peu, parce que intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on a eu un bac en doctorat. On peut être docteur sans être intellectuel. On peut avoir juste le niveau du CM2 ou je sais pas, ou faire le lycée être intellectuel. Et le hasard a fait que Michel m'a ramené un livre, je lui l'avais prêté. Et il y a une très belle définition, je pense bien que vous connaissez Kizerbo, Joseph Kizerbo, qui est un des plus grands historiens africains. Il dit, selon moi, une élite devait être au-dessus du commun des gens, du point de vue juridique, mais aussi du plan éthique et moral qui font de la légitimité. Toutes ces qualités manquent à bon nombre de nos dirigeants africains d'aujourd'hui. Dans ce cas, il faut leur dénier la dénomination. Donc, le mot intellectuel, c'est un concept très précis. Ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme qui définit le fait d'être intellectuel. C'est une attitude d'esprit, c'est une capacité réflexive qui est propre à un individu. On peut être un doctorant et ignorant. Donc il faut bien faire attention à la manipulation de ce mot. Comme on peut aussi, parce que l'école anglo-saxonne est très différente de l'école française. La pratique, ce que la personne sait faire, est mis en avant plus que le diplôme. Ce ne sont pas deux notions incompatibles. On peut avoir un diplôme et être compétent, et être pratique et être intellectuel, avoir des valeurs morales et éthiques très élevées, ou inversement. Donc, c'est pas exclusif. L'autre chose aussi, c'est par rapport à la démarche de Hanoun. Je pense qu'il y a eu un ensemble de vœux qui dit je veux ça, il faudrait. Mais l'État ne le fera jamais. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, et ce que j'essaie de dire, c'est que depuis un certain nombre d'années, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on ne peut rien obtenir de la part de quelqu'un qui domine, sauf si tu établis un rapport de force. Quand je parle de rapport de force, je ne parle pas de violence. La première chose qu'il faut penser, c'est comment je vais établir le rapport de force. Et une fois que ce rapport de force est établi, je négocie. Mais sinon, tu dis, je veux ça, ils ne le feront jamais, parce qu'ils sont dans une situation plus forte que toi. Parmi tes propositions aussi, il y a un point qui me paraît être aussi important, que je défends depuis des années, c'est comment on va introduire les droits de l'homme dès le primaire chez nous. Dès le primaire, parce que c'est fondamental. Parce que si on veut changer la mentalité. En ce qui concerne le problème des papiers, moi je pense qu'il faut arrêter de signer pour les gens. Les papiers, parce qu'ils vont avoir... D'abord, moi je pense que la France est plus favorable pour accueillir facilement les gens. Et il ne faut pas trop encourager les gens à venir en France. L'autre chose aussi, signer juste les papiers pour les gens, pour qu'ils aient le papier et qu'ils se replient dans leur coin. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. En ce qui concerne le financement, je pense qu'il suffit d'un peu d'intelligence, on peut trouver nous-mêmes des moyens de financement. Il y a des pistes, bon, on est en train de réfléchir là-dessus, je pense qu'on en parlera dans un autre cadre. Il y a des moyens de trouver les financements, s'il y a une organisation derrière. Je m'appelle Maïmouna, j'ai une question à poser à Diko Hanoun. Pourquoi les Haratim ont accepté d'être considérés comme arabes pour le recensement, sachant que vous revendiquez votre haratinité? Je ne sais pas si ça se dit. Hein? Ont accepté pour le recensement. Les Peuls sont considérés comme Peuls. Les autres, Bambara ou je ne sais pas, sont autres. Haratin sont rattachés aux Arabes. Soniké sont là, ils sont présents. Soniké, c'est Soniké, Halpular, Halpular. Les Bambara sont autres et les Haratim sont considérés comme arabes. Un descendant d'esclaves, qui est le président dans l'Assemblée nationale, dans lequel il y a pas mal de, entre guillemets, je dirais, des grands notables qui ont certainement des esclaves. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à poser ces amendements et, du point de vue démocratique, donner un peu plus de rigueur à cette loi pour qu'on puisse finir avec ces pratiques esclavagistes? La dernière question pour vous, c'est par rapport, vous avez dit qu'il faut forcément enseigner comment dire déjà, les droits de l'homme et tout ça depuis la première. Moi, je pense plutôt qu'il faut aller vers un autre chemin et qui serait un peu plus lucratif pour nous. C'est-à-dire que je pense que les événements 89, il est impératif d'enseigner ça dans les cours d'histoire à partir de la première année. Parce que ce qu'on nous enseigne, c'est l'islam est arrivé de ce côté, il y a eu la colonisation et tout ça. Ce qui est important, c'est-à-dire de former en quelque sorte, de réunir pas mal d'intellectuels pour parler de cette question d'un point de vue objectif. Parce que les Mauritaniens, que ce soit des familles mortes ou bien que ce soit des familles neuro-mauritaniennes, par rapport aux événements de 89, on donne notre point de vue, mais d'un côté subjectif. Il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées
mais il faut les dire d'une manière où on ne va pas remonter une partie de la population contre l'autre. Et malheureusement, c'est ça le plus grand danger. Vous avez parlé de vérité et réconciliation, vous avez parlé de justice. À un moment donné, il faut choisir. C'est soit on veut la justice ou on veut se réconcilier. Et je termine par Sidi. Par rapport aux actes d'Irak, le tout à fait, c'est l'acte 2, parce qu'il y a eu un acte 1. Durant le mois de Ramadan, je pense que c'était en 2010, à l'ambassade des États-Unis, il a été invité avec ses militants. Et c'était durant la lecture du jeûne, et quand ils ont commencé à prier, lui et ses militants, ils ont dit « Désolé, nous, on ne prie pas derrière ce monsieur, parce que, je ne sais pas, comprenez pas, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. » Heureusement, ils n'ont pas prié derrière lui, mais heureusement, ils ont pris la même direction, c'était la Qibla. Et moi, je pense que c'est ça, le symbole qu'on doit avoir. Si Biram a choisi cette voie, c'est comme pas mal d'autres intellectuels. Comment il s'appelle, Gandhi a choisi le boycott des produits. Quand Malcolm X a choisi une marche pacifique, quand Rosa Parks a choisi de ne pas se lever dans le bus et laisser sa place en blanc, c'est pas mal d'interprétations, c'est beaucoup d'interprétations qu'on peut prendre et insérer dans cette optique de lutte pour les droits humains à Mauritanie. Je vous remercie. Monsieur Sidi, je partage, comment on appelle ça, son malaise, c'est-à-dire cette démission des intellectuels négro-mauritaniens, ça fait mal. Et surtout le silence fait mal, surtout s'il vient des victimes d'une autre chose. Par exemple, je suis victime de l'exclusion. Bon, puis je ne suis pas victime de l'esclavage, ce n'est pas mon problème. Et ça, moi, c'est ce qui me fait mal. Vous avez pris l'exemple de Mahmoud. Bon, vous l'avez pris, mais je crois que c'est un mauvais exemple. En plus des bénéfices qu'il pourrait obtenir dans sa, comment on appelle ça, dans sa vie professionnelle, peut-être il a parlé intellectuellement, il s'est défendu, il s'est senti mort, et donc c'est ce qui bloque souvent les intellectuels. C'est pas seulement nous, on a vu Tariq Ramadan qui est un grand intellectuel qui n'a pas dénoncé l'invasion au Mali. Aujourd'hui, il se permet de dénoncer l'intervention française. Donc c'est toujours compliqué. Et là, j'ai lu à lire le livre de Ngaïdé, il est à Dakar. Je crois que c'est Mauritanie. À l'aube du millénaire, ma foi, de citoyens. Donc il y a tout ce malaise-là que la démission, moi, ce que je déplore, c'est la démission des intellectuels négro-mauritaniens. Ils doivent prendre clairement position. Et ceci, ça m'a choqué. Quand Birama était arrêté, vous lisez les déclarations des organisations négro-mauritaniennes, personne ne dit libérer Birama parce qu'il n'a rien fait. On te dit libère Birama. Avant de juger Birama, juge celui qui est en 89. Donc, tu ne parles pas du principe que c'est comment on appelle ça, c'est pas bien, mais parce que tu étais toi-même victime, donc qu'on règle l'autre problème, après qu'on règle le problème de Birama. Birama, c'est normal qu'il ait des problèmes, parce qu'il s'est dressé contre une opinion. Vous savez, vous-même, quand on se dresse contre une opinion, c'est normal qu'on ait ces problèmes. Heureusement, Birama n'a pas l'esprit de certains qui veulent qu'il se ménage. Birama ne se ménage pas, il s'expose. Certains disent qu'il prête le flanc à l'État. Non, Birama, il donne de sa personne pour la réussite de la cause. Et chacun de nous devrait en faire autant. Monsieur Diko, j'aimerais vous interpeller. J'admire les militants aussi. Je vais vous dire ce que Mitterrand avait dit à Sankara. Vous êtes jeune, vous tranchez, mais vous tranchez trop. Je me demande est-ce que du coup, parfois, il ne faut pas se taire. C'est pas... J'admire vraiment votre franchise, votre train de parler. L'autre jour même, vous avez interpellé Cheikh Oumar. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas te comprendre. Pourtant, tu as raison. Mais parfois, pour le bien de la cause, je me demande est-ce que certaines choses, du coup, vous devriez les dire sur Facebook. Ne vous taisez pas, mais Facebook, je dirais que c'est trop. Et donc, c'est sur ce plan-là que je me dis parfois, est-ce qu'il ne faudrait pas que, du coup, on a compris. C'était possible. Il faut essayer de te ménager. Parce que, quelquefois,
ça n'arrange pas les choses. Bon, si tu as un problème par rapport à des personnes qui appartiennent à des organisations, essaye d'interpeller la personne directement, par l'organisation. Si moi, quelqu'un de ma parentèle, quelqu'un qui m'est très proche dévie, je dis à la personne qu'elle dévie, et ça tu le sais. Bon, je n'aurais pas besoin, tu vois, d'invectiver toute une organisation par rapport à des problèmes que vous pourriez rencontrer avec ce tel individu, quelle que soit cette personne et quelles que soient les responsabilités de cette personne au sein de l'organisation. Bon, ceci dit, je vais également essayer d'intervenir un tout petit peu sur, en fait, ce que j'ai entendu dire ici à propos de la féodalité, à propos justement de cette question de quota. Moi, je pense qu'en Mauritanie, nous avons aujourd'hui, par rapport à cette question, je pense que nous avons déjà une solution. Je pense que le système a réglé une grande partie de cette question, en tout cas qui concerne les négro-mauritaniens. Je vais être pratique, je veux dire à Kédi par exemple. On a des chefs de village, le chef de village de Kédi. Nous avons des notabilités qui ont prospéré jusqu'à un certain moment. Mais aujourd'hui, ces notabilités ne signifient absolument rien. Il y a des personnes qui sont issues d'autres contrées, ou comme bien des arènes, qui sont là aujourd'hui, qui ont beaucoup plus de poids politique, beaucoup plus de poids au niveau, en fait, qui sont beaucoup plus notables que ces anciennes notabilités. C'est également ainsi à Bogué. Quand on va à Magama, c'est d'autres qui viennent. À Magama aujourd'hui, le premier responsable politique depuis Oudetaya, c'est un Haratin. Quand on va aujourd'hui dans la quasi-totalité des villes et des villages qui sont, en tout cas aujourd'hui, au sud de la Mauritanie, les chefferies où la plupart des responsables politiques sont, depuis les événements de 89, pour partie d'anciens Haratin, c'est-à-dire qui s'étaient fondus dans la communauté négro-mauritanienne, qui étaient devenus des négro-mauritaniens, qui ont aujourd'hui retrouvé ou qui se sont rappelés de leur ancienne haratinité ou de leur ancienne arabité, et qui aujourd'hui ont des pouvoirs. À Kédi, c'est Abou Sissé. Abou Sissé, c'est qui? Abou Sissé, c'était quelqu'un, moi je ne savais pas qu'il avait une ascendance haratine. En 89, il est devenu un haratin. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands responsables politiques. Je peux te dire également qu'à Bogué, c'est également Bogué Rabenondo, on est ici Adam. Voilà, je pense que c'est la même chose. Il ne faut pas aujourd'hui. Et puis, je pense également qu'il y a un autre problème. Il y a très rarement une famille dite anciennement noble, parce qu'aujourd'hui, je considère que nous sommes tous des ratines en Mauritanie. C'est ça la vérité. Il n'y a pas une famille qui n'a pas de lien avec les ratines. Tu vas dans le Toro, tu vas dans le Lao, tu vas dans le Haleb, tu vas dans toutes les provinces du Fouta, tu vas jusqu'en Guinée-Mara. Toutes les familles ont des liens avec les ratines. 89 a été, je pense, quelque chose d'extrêmement dramatique dans le cheminement qu'on aurait pu faire ensemble. On a utilisé la force ratine pour faire des problèmes. Et cela, tant qu'on n'aura pas discuté de cela sérieusement, je pense qu'on n'ira nulle part. Il faut se dire la vérité. Se dire la vérité en étant, je pense, beaucoup plus, en fait, je veux dire, humble. Je vous remercie. Moi, en fait, c'est par rapport à la question de l'esclavagisme en Mauritanie. En fait, c'est une question sensible. Bon, moi, ça m'interpelle beaucoup. À chaque fois que je suis avec mes amis, j'ai toujours abordé la question, même si certains ne sont pas, en fait, contents. Voilà, n'importe qui que ce soit. En tout cas, moi, je n'ai pas de souci à aborder cette question vis-à-vis de n'importe quelle personne. Bon, en fait, voilà, moi, ce que je vais dire par là, moi, je vais
juste toucher en fait dans l'aspect de ma communauté en fait soninké. Bon, en fait, bon, c'est-à-dire bon, nous devons comprendre à l'état actuel en fait l'esclavagisme dans la communauté soninké, c'est en fait ils ont laissé nous voulons je vais dire par là, mais ils ont en fait glissé sur l'essence même, sur le contexte, c'est-à-dire bon, à l'époque l'esclavage dans la communauté soninké n'est pas le même esclave actuellement, c'est-à-dire je vais dire par là. Maintenant, c'est une trahison, ce sont des chantages, ce sont des manipulations psychologiques qui sont là. Mais l'effet même n'est pas là. Parce que généralement, on les trouve surtout, on trouve ces problèmes surtout pendant les cérémonies. Par exemple, dans les mariages, par exemple, dans les cérémonies de décès, par exemple, ou bien dans les cérémonies de... Dans toutes les cérémonies, quand même, on trouve que vraiment, il y a des différences, mais sinon... Mais avant, c'était des gens qui étaient marginalisés, qui étaient vraiment exclus, qui étaient vraiment dominés. Mais actuellement, non, mais c'est pas ça. Bon, ce que je vais vraiment vous dire, tout simplement, que les soninké, c'est la communauté soninké, l'esclavage de la communauté soninké, c'est psychologique, c'est un problème, c'est un phénomène complexe. Donc maintenant, moi, je pense qu'il faut quand même chercher la coordination, parce que moi, à mon arrivée en France ici, je trouve que les gens sont là et ils se considèrent comme des différents, mais surtout, je voudrais vraiment vous dire, surtout il faut développer en fait la coordination. Parce que moi j'ai constaté qu'ils sont beaucoup concentrés dans les foyers. Donc il faut inviter tout le monde, la présence de tout le monde dans les conversations, dans les débats comme ça, c'est beaucoup important. Voilà, donc je vous remercie. Merci. On a eu toujours des religieux en Mauritanie, vu que nous sommes un État islamique et que les Haratines ont toujours été considérés comme étant des esclaves et qu'au-delà de cette question d'esclavage qu'a vécu les Haratines, nous avons également connu ces événements 89 et ils ont déjà pris leur position. Ils sont à combattre comme tous les autres qui ont commis ces injustices-là. Ils sont à combattre et à prendre de part, de même que cet État raciste et esclavagiste. Et en ce qui concerne, voilà, je voulais juste vous demander quelle était votre position, ou bien que pensez-vous de cette affirmation qu'avait dit Aziz, que n'est esclave que qu'il veut. Et pour finir, je parlerai également de la féodalité dans la communauté je dirais haratine. Est-ce qu'il existe cette question de féodalité dans la communauté haratine? Parce que je sais qu'elle existe dans la société négro-mauritanienne, qu'elle existe également dans la société arabo-berbère. Est-ce qu'elle existe dans la société haratine? Parce que j'avais vu que certains qui se disent moi je suis haratin, mais je suis plus noble que les autres parce que je suis un babi. Je suis de Taganet, donc j'aimerais avoir des précisions là-dessus. Et je vous remercie. On va passer la parole à... Ouais. On va y venir après, mais il faut que... Je veux remercier de ma propre pour cette initiative, parce que je sais que nous avons quand même besoin, ici au niveau de la diaspora, d'avoir certains types de rencontres, surtout traitant des questions de l'esclavage et des droits de l'homme en Mauritanie. On est tous interpellés par rapport à ces questions. Donc, je félicite vraiment de ma propre pour ça. Et j'espère que il y aura une belle suite par rapport à ce type de rencontres. Je vais intervenir sur deux niveaux. D'abord concernant Sidi, pour son exposé sur la démission, ou du moins la soumission de l'intelligentsia mauritanienne négro-africaine durant les années de braise en Mauritanie. Nous, on a été un peu, à peu près, pour certains d'entre nous, on est un peu plus âgés que vous, témoins de ce qui s'est passé en 89. Parce qu'on était au collège, parce qu'on avait des enseignants qui étaient pour la plupart désengagés. Certains ont immigré, ils sont partis à l'étranger, d'autres sont restés. C'est pour vous dire seulement que voilà, vous avez une lecture précise, une démarche de recherche que vous avez faite
Mais seulement pour ceux qui sont restés sur place, pour la plupart, il faut quand même leur rendre un hommage. Parce que 89, ça a été des années de braise, ça a été difficile. Pour beaucoup, certains sont partis, mais ceux qui sont restés, je puisse vous assurer que pour des jeunes comme nous qui ont été un peu élevés par cette intelligence noire négro-mauritanienne, ils ont eu un rôle colossal à jouer sur notre idéologie de non-soumission au système. Et je voudrais quand même que vous mettez prochainement, si vous avez quand même des conférences à faire sur ce débat, rendre hommage à cette intelligentsia qui est restée sur place. Parce que la preuve, c'est après 89, il y a eu des élections. Non, j'ai pas fini. Après 89, il y a eu des élections. Et ces élections, on sait que l'opposition l'a remporté. Et si l'opposition l'a remporté, c'est parce que l'intelligentsia noire a fortement joué sur le débat démocratique en Mauritanie. Malheureusement, c'était un système qui était verrouillé par les militaires. Les élections ont été volées, on vient y repasser devant. Donc, c'est juste par rapport à ça que je voulais intervenir. Deuxièmement, moi, je suis soninké, je n'ai pas besoin de l'affirmer à chaque fois, mais seulement dans des débats en général sur l'esclavage en Mauritanie ou sur la féodalité, j'entends par-ci et par-là beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas des vérités scientifiques. Notamment concernant les cimetières, notamment concernant, comme l'a dit tout à l'heure M. Kanté, sur la position géographique des quartiers, soi-disant esclaves ou nobles, dans des villages ou dans des contrées soninké. Mon ami Tico, la question s'adresse à lui. Je ne sais pas s'il peut prêter attention. Hanoun, on te demande de prêter attention. Hanoun, on te demande de prêter attention. Donc la question s'adresse à Déco. Vous avez parlé de la féodalité, vous avez parlé de la question de l'esclavage, la position de l'esclave dans la société soninké. C'est très important. Moi, je suis fait au Fédéral, je suis né d'Abira, je sais que c'est pas mon faute. C'est comme ça. Mais je sais que je suis très... nous en avons pour quelques minutes. Je sais que nous sommes contre le système. Monsieur, les esclaves, on les a mis aux périphéries de ces villages ou de ces petites bourgades. Donc, ce n'est pas en fait de la ségrégation, c'est juste que histoire de premier arrivé s'installe et puis ensuite autour du village, il y a eu des quartiers qui se sont constitués. Ce sont en général des quartiers de migrants et qui parlent de migrants dans la société soninké en général parlent de ceux qui sont devenus après esclaves des autochtones. Donc en général c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant au niveau des cimetières, ce qu'il faut savoir c'est que nous, la société négro-africaine, on a cette notion d'identité, de niche identitaire qui est très forte. Donc, en général, moi, je demanderai cela. Je sais que Hanoun Diko, à moins que tu sois un extraterrestre, tu te demanderas bien. Le jour, je ne te le souhaite pas maintenant, que ça arrivera le plus tard possible, le jour que tu décèdes, que tu sois enterré auprès de tes proches. Donc, pour moi, en tout cas, si on regarde l'aspect cimetière, on le regarde de façon scientifique, on comprendra effectivement qu'il s'agit non pas de quartiers réservés à des esclaves, mais surtout de carrés familiaux qui sont réservés à des familles, et ainsi de suite. L'histoire s'est faite comme ça. Il y a certains cimetières qui sont devenus, à Diaguili, moi je suis témoin, il y a le cimetière qu'on dit aujourd'hui, cimetière. C'est important ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur le cas de Diaguili et c'est le premier cas qui a été soulevé en Mauritanie concernant les cimetières qui sont réservés aux esclaves ou qui sont réservés aux nobles. Et ça, j'aimerais bien mettre un point d'ordre sur cette discussion. J'aimerais que ça rentre dans le collectif, dans le conscient collectif de tout le monde. Qu'il ne s'agit pas de cimetières réservés aux esclaves, qu'il ne s'agit pas de cimetières réservés aux nobles, mais qu'il s'agit en général, il s'agit de carrés familiaux où tout le monde se réserve le droit d'enterrer son proche à côté de lui. Un point, un trait. Merci. Ainsi de suite. J'ai jamais cru, hein, c'est quelque chose que j'ai entendu. Mais pour seulement dire que ça a beaucoup servi à certains quand même de casser d'autres. J'ai même ironisé un moment, j'ai dit, écoutez, je pense que si les Arabes veulent se débarrasser des Noirs en Mauritanie, c'est simple. On demande l'autonomie, donnez-leur l'autonomie. Et tout de suite, eux, ils peuvent aller dormir tranquille, puisque tant qu'on n'a pas réglé l'histoire des castes
de supériorité de celui-là et celui-là, celui-là qui doit diriger celui-là, on n'avancera jamais. Aujourd'hui, quand on a l'autonomie, le premier problème qu'on doit confronter, c'est qui doit diriger qui. Voilà, ça c'est une réalité. Moi, je viens de ces castes. Ma mère est une pelle, elle est considérée comme machudo, cordo. C'est pas la rigolade, à Tektak et Sambangouma. Mes oncles sont là-bas, ils n'oseront jamais prétendre devenir chef de village ou représentant du village. Nous sommes importants que si on est appelé à dépouiller des animaux, à animer des mariages, voilà, ainsi de suite. Depuis tout petit, moi j'ai dit non, ça je ne le ferai jamais. Et j'étais toujours vu comme Hardinel Mourtoungé. C'est comme ça que vous disiez mes oncles. À Houtoyat, tu vas aller faire dépouiller les animaux. Donc la féodalité, c'est une réalité. On ne peut pas la nier et on ne peut pas la fuir. Il faudra plutôt la combattre. Le problème, c'est qu'on veut toujours dire, nier des choses ou simplifier les choses en les banalisant. Mais on ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on n'a jamais... une chose qu'on n'a jamais lutté contre ne peut pas disparaître. Moi, je ne me souviens pas d'un seul mouvement, qu'il soit noir ou mort ou quoi que ce soit, qui a fait des missions ou qui a fait quelque chose pour aller combattre ce qu'on est en train de dire qui n'existe pas. Il faudra déjà qu'on nous montre déjà qu'il y a eu des luttes ou des campagnes qui ont été menées contre ça pour qu'on puisse dire après, non, ça n'existe plus. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les différents pouvoirs en Mauritanie nous ont toujours accusés qu'on est complices des féodalités noires et que eux, en grosso modo, ils justifient leur esclavage par rapport à la féodalité noire. Ils nous ont toujours dit, oui, vous êtes des racistes. Oui, parce que les autres, là, ce sont vos cousins, vous ne les dénoncez pas. Vous venez nous voir parce que nous, on est biouane, parce que nous, on est blancs. Notre peau est différente de celle des Harati, donc c'est beaucoup plus visible. Mais entre vous, Vembachi, on le dit, oui, Hagba, mais pourquoi vous n'allez pas le dénoncer? Vous avez le pouvoir. Pourquoi vous n'allez pas traquer ceux que vous considérez comme leurs esclaves? Si nous, on n'a pas de plainte, comment voulez-vous qu'on combatte quelque chose où on ne reçoit jamais de plainte? Et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que de deux côtés, c'est-à-dire les Maures et les autres communautés noires, nous montrent les doigts, nous les Harati, tous les jours. Quand on parle de féodalité, on verra toujours un noir s'exciter, oui c'est faux, oui c'est faux. Et quand on parle de l'esclavage en général, particulièrement celui qui est sur les Harantines, qui est exercé par des Maures, et on voit toujours les Maures qui s'excitent. Là on raciste, parce que tout simplement ils ne dénoncent pas ce qui se passe sur les Halpulaar ou sur les Soninké ou c'est qui. Voilà le dilemme qui se pose. C'est pour cela qu'on a décidé de prendre les deux problèmes et les associer dans la même lutte et dire qu'écoutez, on va dénoncer à la fois ça, la féodalité et l'esclavage pur et dur, qui est celui pratiqué par les Maures. Et il faudra justement qu'on accepte que nous, dans nos communautés, qu'il existe des gens qui se croient supérieurs à d'autres. Même si c'est symbolique, déjà c'est nuisible. À plus forte raison, Dieu sait, aujourd'hui, ça s'applique. Moi, j'ai vu de jeunes filles et de jeunes garçons qu'on a privés de mariage parce que tout simplement, l'autre, on dit qu'il ne doit pas se marier parce qu'il y en a un qui est noble, l'autre qui est esclave ou descendant d'esclave. Et le marabout qui est censé sceller les mariages, il ne peut pas sceller les mariages parce que tout simplement, les deux n'ont pas leurs parents, l'accord de leurs parents. Tant qu'il n'y a pas l'accord des parents en Mauritanie, on ne peut pas se marier. Ni administrativement, ni... administrativement, ça commence à changer. Puisqu'il y a certains khadis qui commencent à comprendre un petit peu l'enjeu et ils peuvent arranger le mariage. Mais religieusement, on ne peut pas se marier. C'est impossible. Déjà, dans le même cas, deux individus qui ne peuvent pas accomplir leurs histoires d'amour, c'est quand même grave. Et Dieu sait que
on sait que ce qui se passe, c'est qu'ils ont des rapports, il y a des fois même des enfants qui naissent, il y a pire, il y a des drames qui se passent, et je ne vous le dis pas, c'est un peu honteux. Il y a des bébés carrément qu'on tue à la naissance, parce que voilà, il y a des choses, il ne faut pas les casser, il faut le dire. Il faut les combattre. On ne demande pas de prendre des bâtons ou des fusils, d'aller confronter la féodalité. On demande justement au moins que les intellectuels noirs accompagnent la société dans son ensemble à se débarrasser de certains de ces coutumes qui sont nuisibles. C'est tout. Mais on ne demande pas autre chose. On ne dit pas de créer une haine ou, je ne sais pas, une sorte de complexe, de confrontation entre nous les Noirs. On veut justement que nous soyons ah, on a réagi. Ok, donc voilà, Tchernobyl, on ne veut pas de confrontation, on veut... Je pense qu'il y a une question importante que tu as soulevée. Le rôle des Haratis en 89. Certes, les Haratis ont été utilisés en 89. Certains Haratis, ils ne sont pas nombreux. Et ce sont des gens qu'on est parti prendre dans des coins très reculés et qui ignorent même l'existence des villes. Qu'on a amené, qu'on a dit, voilà, faites ça, faites ça, faites ça. Ils ont fait leur boulot. Je crois qu'à Nouakchott, ça n'a pas duré assez longtemps, ça a duré, allez, on va dire 15 jours, j'exagère, 15 jours. Mais à l'intérieur du pays, c'est toute une autre histoire. Moi, je suis présent des choses, je ne peux pas dire que c'est un tel ou c'est un tel, je ne peux pas indexer qui que ce soit. Mais l'essentiel, c'est que le rôle des Haratis, pour moi, est très minime par rapport à un État, à un système. Je crois que si on veut réussir l'unité, si on veut vraiment terrasser le système, on est obligé d'arrêter d'indexer une communauté quelconque. Il faut rendre l'État responsable. Je vous jure qu'il y a des morts blancs qui m'appellent tous les jours, qui me donnent des témoignages importants, qui me disent, tu sais, Diko, on en a assez d'entendre tous les jours, les morts ont tué, on en a assez. Ces choses-là, on ne savait même pas que ça existait. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous combattre, si vous voulez vraiment lutter, nous on est prêts à vous aider. On va faire tomber peut-être le système. Et tout celui qui a tué, on est prêt à aller l'amener et que vous le jugez. Seulement, il faut arrêter de dire les morts, c'est généralisé. Donc, je crois que c'est extrêmement dangereux de se focaliser sur des communautés. Hardene Baribin 89, Salouret Badini, Patati Wadini, c'est très dangereux. Pour moi, c'est l'État qui est responsable des événements de 1980. À la tête de cet État, il y a un ex-chef d'État qui est en vie ou l'Otaya. On peut demander qu'il soit extradé, jugé. Et quand il est jugé, c'est en ce moment seulement qu'on saura qui a fait quoi, qui a joué quel rôle. Tant qu'on ne sait pas d'où vient ce conflit et qu'est-ce qui a motivé ce conflit, on ne pourra jamais régler le problème. Et c'est très, très lamentable pour moi à chaque fois d'entendre que les Haratis ont joué tel rôle, alors qu'ils n'étaient même pas au début, ils n'étaient même pas concernés. En grosso modo, c'est quand je regarde au fond, un conflit qui démarre entre un agriculteur soninké et un éleveur peul qui a dégénéré en un problème d'État, c'est quand même très naïf de dire que oui, les Haratis ont tué parce que tout simplement, au bout de 15 jours, on a vu une bande bien cadrée par, je sais même pas, on ne sait même pas si c'est des soldats. Franchement, il y en a même qui m'ont dit, moi je vous le dis, ça, j'ai vu des gens qu'on a embourbés dans ces soulèvements. C'était même pas des Haratis. Pour sauver leur tête, ils étaient obligés aussi de rentrer dans des groupes pour aller faire leur sale baignon. Donc, je crois que si vraiment on veut se débarrasser des problèmes, en fait, si vraiment on veut régler le problème des événements 1989, demandons des comptes à l'État, pas une communauté. Voilà ma pigeon. Angadio, enchanté. N'est esclave que celui qui veut l'être. Bon, c'est la philosophie du président, en fait, du faux général, j'ai l'habitude de lui dire, du faux général Aziz. N'est esclave que celui qui veut l'être, pour moi, c'est trop simplifié.
les choses. Parce qu'en réalité, je vais vous dire quand même d'où vient cette expression réellement. Ça vient de Mesroud. Ça vient de Mesroud pendant sa campagne présidentielle, en fait, son soutien, je ne me rappelle plus, dans les régions. Et depuis lors, tout celui qui se réveille, il reprend le slogan. Ça vient exactement de Mesroud, qui disait, parce qu'on lui reprochait, le mouvement, il avait des problèmes avec l'aile El-Horn, qui lui reprochait d'être très éloigné par rapport au problème des Haratis. Et pour se défendre, il a dit, n'est esclave que ceux qui veulent l'être. C'est-à-dire, pour lui, il a obtenu à arracher des accords avec Sidi, ou Cheikh Abdallah, et qu'il y aura des lois, il y a eu des lois, il y a eu tout ça. Désormais, c'est aux esclaves de venir dénoncer leur maître. Pour lui, c'est une histoire de simplification, trop simplifiée même. Voilà, en grosso modo, devient... Depuis lors, les petits malins esprits, qu'ils n'avaient pas des idées, ici, j'ai dit, pour se défendre, c'est tout. L'esclave, c'est celui qui veut l'être. Et quand on lui pose la question, il ne sait même pas répondre. En réalité, eux, c'est rond. Tant que l'esclave ne manifeste pas sa situation, il n'y a pas à aller à chercher. Il faut le laisser dans sa situation. Donc on ne doit pas combattre l'esclavage. Voilà, j'espère que j'ai tenu des clarifications à la hauteur. La féodalité au milieu de Sonic et mon chef. Les quartiers. Excusez-moi, il y a une autre partie importante. Depuis un certain temps, parce que les esclaves qu'on libérait se considéraient supérieurs à ceux qui sont encore dans l'esclavage, dans des conditions d'esclavage. Donc la féodalité Haratin s'est constituée comme ça, elle existe. C'est pour cela, Boujil te dit, il y a Hartani, Hagba, il y a Hartani, sauf que toi, tu es un Hartani, non seulement tu es un Hartani, tu es un esclave. Voilà, c'est comme ça qu'on lui dit. C'est vrai, il a commencé à gerber. Ils ont commencé en fait, ils ont commencé à reproduire le mode de vie de leur maître. C'est-à-dire, moi je suis libre, j'ai acheté, à l'époque on rachetait la liberté. Celui qui a le moins, il peut se permettre de négocier avec son maître, de lui verser une certaine somme ou de lui donner certains animaux. Et ensuite, on lui fait un papier comme quoi il est libre. Ou en tout cas, on amène des témoins comme quoi, voilà, monsieur, il a payé ce qu'il a payé au maître, l'amende, heureusement. Et maintenant, il est libre. Et lui aussi, les jours où il retrouve, en fait, là, il est libre, il se considère comme supérieur aux autres. Voilà. C'est comme ça que se constitue la féodalité. D'ailleurs, on en a failli coffrer un à Rosso. Hein? Un gars de l'APP, de Messoudou. On l'a bien secoué comme il faut, parce qu'il avait des gens qui travaillaient chez lui et puis qu'il considérait comme des esclaves. Pour tout dire, tout simplement, quand on dénonce la féodalité, on ne s'adresse pas spécifiquement aux Halfla, comme le disent certains, ou aux Soninké, où on dénonce tout ce qui est système féodal, c'est-à-dire système féodal, c'est ceux qui se croient supérieurs à d'autres, des Noirs qui se croient supérieurs à d'autres. Voilà le système féodal. Mais l'esclavage, ça concerne les Haradines, qui est à la rigueur, à la base antique. Komongani, tout simplement, ça suffit pas, mais il y a Komongani Missidem aussi. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils ne peuvent pas conduire une mosquée. Ils ne peuvent rien faire. En tout cas, c'est vrai, ça varie selon d'un village à un autre. Moi, j'ai connu les villages dans lesquels je suis né. Et j'en connais tout autour. Tachoka, Goïnit, Darfur, Gourlaké, jusqu'à Ndjéouga. Ndjéou et Bouance, c'est plus grave. Parce que Bouance, là-bas, il a failli... Je crois qu'il y a eu des meurtres sur cette histoire. Malheureusement, peut-être que certains considèrent ça comme des coutumes ou comme, je ne sais pas, mais moi je considère ça comme un drame. Je considère ça comme un drame parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui en ont souffert et qui continuent de souffrir.
j'ai assisté à plusieurs infanticides. Hein. J'ai vu aussi plusieurs suicides. Tout ça parce que tout simplement la personne a eu des rapports avec, on supposait être noble, et esclaves ont eu des rapports, et qu'il y ait un bébé qui naisse entre eux. J'ai bien vu des rivaux hein, qui disent que oui, on va aller raser ton fils, hein, c'est obligé, on va raser ton fils, et ton fils, comme ça, il deviendra notre esclave. Ça, j'ai vu ça. Donc il y a des choses, je pense que, comme j'ai dit auparavant, il faudra qu'on fasse des efforts au milieu de nous-mêmes. Il faudra qu'on fasse des efforts pour aller un petit peu sensibiliser ces gens-là et dire que, écoutez, peut-être que ça faisait partie de notre mode de vie ou de notre vie, mais à un moment donné, il faut arrêter. Le monde a changé. On est appelé à progresser, pas à s'attacher tout le temps à nos anciennes coutumes. Et autre chose, c'est que Camara Djimera, je pense que tu as entendu, Djimera Boubou, tu as entendu son histoire. C'est que Djimera a été victime exactement de la féodalité soninké et que nous savons qu'est-ce que ça a conduit. Ça a conduit qu'il a été démis de ses fonctions et puis depuis lors, on a toujours du mal quand même à avoir un homme cultivé qu'on considère comme un esclave dans cette communauté se faire représenter dans les gouvernements. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que... Il y a une mosquée, il y a 2 mosquées actuellement. Il y a eu un conflit sur la construction d'une mosquée qui a été soi-disant construite par des esclaves, des descendants d'esclaves, dans lesquels les soi-disant nobles ne vont pas prier. Ils ont construit donc une autre mosquée. Ça c'est très récent, ça date de même pas il y a 2 mois ou 3 mois, c'est très récent. Donc ce sont des vérités. Donc il y a une forme d'assignation résidentielle en fait. Hein. Ça existe. Assignation, peut-être maintenant ça change avec l'agent, maintenant ça évolue effectivement. Bon, peut-être, et sur la question des intellectuels, dès le départ, j'ai dit qu'en fait c'était une majorité. Je ne vise pas la totalité, totalement. Tu as tout à fait raison, je ne vise pas la majorité parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fait ce travail-là. Mais pour moi, les gens que moi j'ai pu approcher, que j'ai pu lire en tout cas, n'ont pas fait ce travail. Donc c'est vrai qu'il y a eu des résistances, des gens auxquels il faut rendre justice, c'est vrai. Avant quand même de reprendre notre débat, on va remercier Diko Hanoun de s'être déplacé et de venir partager avec nous ses idées. Merci. Il s'agit d'un système où finalement on s'accapare les ressources du pouvoir et on fait de sorte que ceux qui ne sont pas au sein de ce système, dans cette organisation-là, soient exclus tout simplement. Il y a eu des complicités de personnalités, de notabilité noire, on l'a vu en 1989. Bon, tout le monde sait il n'y a pas de conflit entre catégorie noire et catégorie noire, on le sait. Et que c'est un système effectivement qu'il faut combattre. Et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Et je pense qu'il faut insister, tu as raison, il faut insister sur ce point précis-là. Tu as tout à fait raison. Sur la question de ce... alors, on peut pas, moi personnellement, quand on parle de champ intellectuel, on a parlé de champ intellectuel, mais moi, je ne parle pas de champ intellectuel, je dis qu'on peut, finalement, ce qui est intéressant, à défaut de parler de champ intellectuel, il faut viser au moins des gens qui sortent du lot. Des gens qui ne sont pas forcément, qui ne constituent pas un champ, il n'y a pas forcément de champ, mais qui sortent du lot et qui dénoncent en tout cas de leur côté ce qui se passe, ces actes de violation des droits de l'homme. Et tu as parlé d'intellectuels engagés. Honnêtement, intellectuels engagés, moi en Mauritanie ici, engagement permanent, je n'en ai pas vu. Engagement permanent, je n'en ai pas vu. En tout cas, au sens où, par exemple, on entendrait ici quoi, un intellectuel, un intellectuel public qui s'engage concrètement. Par exemple, un intellectuel que moi j'aime bien, camerounais par exemple, Achille Bembe, qui est un intellectuel à la fois universitaire et un intellectuel public, qui est très engagé. Ça, c'est quelqu'un qui produit quelque chose tout le temps, qui produit. Il est dans la dénonciation, dans la critique et dans la réforme. Il a à la fois une fonction critique et réformatrice constante.
Il critique, mais aussi il tente, il propose des solutions pour réformer. En Mauritanie, ça, je ne l'ai pas vu. Et tu as parlé de Ten Youssouf Gueye. Honnêtement, j'ai beaucoup entendu parler de Ten Youssouf Gueye, comme j'ai bien beaucoup entendu parler de Seydou Kane. Et quand j'ai commencé mes recherches là-dessus, je me suis dit, mais honnêtement, j'aimerais lire des choses de ces gens-là. Parce que quand on parle à des militants, ces noms nous reviennent constamment. Ma grande déception a été que je n'ai pas vu d'écrit. J'ai cherché du matin au soir, je n'ai pas vu d'écrit. Et comme tu l'as dit très bien, comme tu l'as si bien dit, l'intellectuel n'existe pas, la personne n'existe pas quand tu ne produis pas. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est... Bon, on va faire un peu de philosophie, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul Sartre qui le dit. Il dit que pour garder une trace de ton existence au monde, il faut produire des choses concrètement, soit par l'écrit, soit construire des maisons, soit c'est la trace de ton existence dans le monde, et c'est ce qui témoigne de ton existence dans le monde. Ten Youssouf Gueye, il a résisté, il a fait des choses extraordinaires, mais concrètement, je veux dire, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas eu d'écrit. En tout cas, on n'a pas réuni. S'il a écrit des petits articles, moi, il est romancier, il a écrit. Oui, enfin, je veux dire sur cette question précise, je veux dire, il serait bien de réunir les articles qu'il a écrits, les choses qu'il a écrites, pour en faire, je sais pas, un livre ou quelque chose comme ça, avec une préface. Ce serait bien. Il faut situer aussi l'intellectuel dans quelles conditions il est engagé. Il a été dans un lieu bien précis, oui, mais de la société. Si, je sais. D'autres ont été aussi dans un autre combat en ayant à dire ce qui s'est passé. Après, c'est l'engagement politique dans le sens où il détruit les autres. Chacun a eu quand même, selon ses... Que les grands, les anciens n'allaient pas à se regrouper. Comment vous pensez que la nouvelle génération peut, n'est-ce pas, voir cela pour qu'il y ait après une relève? Parce que moi, je suis certain qu'on ne va rien arriver à ça. Après, ce sera peut-être aux jeunes, peut-être pas moi, mais peut-être ceux qui viendront après moi qui feront quelque chose. Comment vous voyez le lien, ou je ne sais pas moi, quelle relation ces jeunes peuvent, ou quelle idée, quelle inspiration peuvent-ils tirer de cette vieille génération? Merci. L'intellectuel a un rôle à jouer. Et ce rôle devrait être pour moi pas un rôle de prise de position, mais un rôle de dire la vérité telle qu'elle, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu et quelle que soit la personne qui est face à nous. L'intellectuel pour moi par définition c'est celui qui arrive à dire non selon une analyse cohérente, hein, selon une pragmatique sérieuse, sans pour autant prendre position et de dire la vérité telle qu'elle et être honnête vis-à-vis des personnes qui l'ont interrogé sur ce qui est logique. Pour moi, c'est ça un intellectuel. Les études et autres peuvent jouer un rôle parce que c'est un cheminement, et autres aussi, l'expérience aussi des personnes qui n'ont pas fait des études peut aussi jouer un rôle important sur beaucoup de choses. Ça, c'est des choses qu'on peut voir des dans notre langue pulaar. Donc, que le savant fasse attention à celui qui a de l'expérience et que celui qui a l'expérience fasse attention à celui qui a fait de la recherche, qui a cherché. Donc il y a toute cette situation qu'il faut voir. Mais pour moi, effectivement, si on peut dire le silence peut-être des intellectuels en joue un rôle, parce qu'il y a un silence, mais il faut interpréter aussi pourquoi le silence, pourquoi certains intellectuels sont silencieux, au lieu de venir rentrer dans mettre leur situation ou bien parler autre chose. C'est que souvent, quand tu viens et que tu trouves que la situation est tellement confuse à un point donné, tu as du mal souvent à prendre position ou bien tu as du mal souvent même à dire les choses parce que c'est un terrain tellement miné à tel point que souvent tu te dis, bon, ben, je vais faire un pas en arrière pour mieux comprendre la situation. À force de faire des pas en arrière, tu te retrouves peut-être souvent à 200 mètres, à 300 mètres des vraies questions. Mais loin de là, que tout intellectuel mauritanien qui a fait sa recherche, qui a cherché, qui a vu un peu la situation, se doit d'apporter sa pierre à l'édifice, sa pierre au combat. Mais le combat, pour moi, ce n'est pas de prendre position. Moi, c'est ce que je dis. Si la question se pose chez les morts, l'intellectuel devrait l'interpréter. Si la question se pose chez les noirs, l'intellectuel aussi devrait en parler pour dire la vérité telle qu'elle. Il ne faut pas avoir honte ou bien peur de dire les choses quand il y a un problème en tant qu'intellectuel ou même en tant que militant ou autre chose. En même temps, revenir aussi sur la question de l'esclavage, qui est une question sociétale, qui est pour moi quelque chose de très important, mais revenir vraiment sur la situation de l'origine des Haratins. C'est important de le dire. Quand on parle de Haratin, certains font une définition de Hartani, c'est quelqu'un qui est hors ou autre chose.
d'accord, il y a cette question et abd. Mais il faut parler aussi de l'histoire des Haratins, parce qu'il y a quand même le vécu, il y a une histoire des Haratins. D'où? Comment? Parce qu'aujourd'hui, si la question du captif que l'on dit n'a pas été captée depuis l'enfance au niveau de la Mauritanie, il n'y aura pas de Haratins dans le pays. On serait tous peut-être tous des négro-africains avec tous les Haratins qu'on peut dire. Qu'est-ce que ça allait devenir? Il faut aussi réfléchir. Pour moi, cette question-là, elle est importante. L'origine du Haratin. Ça, c'est important. C'est la vérité. C'est des choses qu'il faut réfléchir pour revoir un peu, quand même, l'historique du terme, l'historique du mot, l'historique de la situation. Parce qu'en entendant mon collègue, mon ami Diko Hanoun dire l'objectif des Haratins, c'est de se définir en tant que communauté entièrement à part, Kombori ou Atensi, il n'y a pas de problème. Chaque peuple a droit à son autodétermination. Mais maintenant, il nous faut quand même regarder, interpréter la situation d'une manière sociologique du terme. Si on veut même, on peut entrer dans une manière anthropologique du terme. Qu'est-ce qui est rattaché à quoi et qu'est-ce qui n'est pas rattaché à quoi? Qu'est-ce qui fait que les Haratins et les Morts ont tendance toujours à les tirer? Culturellement, économiquement, sociologiquement, qu'est-ce qui les rattache et qu'est-ce qui ne les rattache pas. Il faut aussi voir toutes ces situations et pour pouvoir déterminer ces haratanais dans un monde. J'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est que je félicite vraiment et j'encourage le MAPROM pour cette initiative. On vous invitera à nos cercles de réflexion. Ceux qui ont connu, qui a vu une plume écrire la souffrance des négro-mauritaniens qui ont dénoncé pendant les années brèves de l'enfer avec Toutaya, les Ten Youssougui, les Djugo Tafsir. Quel courage, mais personne n'en parle ici. Aujourd'hui, Biram, s'il avait le même âge qu'il allait faire, je n'en doute pas, la même chose. Mais aujourd'hui, Biram, s'il fait quelque chose, il y a des millions de personnes qui vont se mobiliser devant le commissariat de police, à l'international, se mobiliser pour dénoncer. Mais ces gens, lorsqu'ils ont fait, personne n'osait même aller présenter des condoléances lorsqu'il y avait un décès. Même les mamans devaient créer une situation pour aller présenter les condoléances. Vous savez, à Fouta, quand nos mamans, nos grands-parents aillent pour présenter les condoléances, elles mettaient souvent un foulard blanc. Mais au lieu de mettre un foulard blanc, ils vont mettre un foulard bleu ou rouge pour qu'on ne sente pas que celui-là va telle famille endeuillée. Je veux dire que nous, même dans notre histoire, on oublie vite notre histoire. Des fois, on regarde la personne, la tête ne me plaît pas, je n'en parle pas. Mais nous avons des vaillants hommes et des femmes qui sont battus depuis des années et des années. Mais on n'en parle pas, on banalise. C'est ce qui est extrêmement grave. Moi, je pense que là, à mon sens, ni du côté des Arabo-Berbères, je ne crime pas comme responsable, mais même du côté négro-africain, je n'ai pas vu en dehors les deux témoignages, même mon seul témoignage, même c'est le témoignage des rescapés. En dehors de ça, il n'y a pas une plume. Dans l'intellectuel négro-africain, je dirais, en plus forte raison dans le négro-arabo-berbère, pour dénoncer l'arbitraire qu'a subi ces gens qui n'ont rien demandé que juste que la justice se fasse, ou n'ont demandé juste à être libres, et qui ont même juste dans la conclusion ce qu'on appelle le manifeste du négro-mauritanien opprimé, qui n'est autre chose qu'une radioscopie de la situation sociale, économique et administrative des Noirs de Mauritanie. À la conclusion, appelle au dialogue. Mais c'est la mort qui s'en est suivie. Je veux dire que là, le rôle des intellectuels pour nous apprendre même notre histoire. Si on ne connaît pas notre histoire, nous ne pouvons pas nous constituer. Et c'est malheureux, ce sont même peut-être ces militants de ces gens ou de ces mouvements qui en parlent. Il y a beaucoup de silence parmi eux. On n'a même pas eu l'occasion de savoir les secrets de leur emprisonnement à cause de plusieurs choses. Juste pour le dernier point, malheureusement, peut-être que M. Thiam va essayer de me répondre ou d'autres pour apporter. Ce que j'avais juste voulu dire en parlant de questions de féodalité. Elle existe, mais quand on dit que monsieur est féodal, il faudrait le prouver. Ce n'est pas parce qu'il est issu d'une famille supposée féodale qu'il l'est. Et moi, je me dis, on ne peut pas me juger en fonction de la réalité sociale de mes parents. Je pense que ça serait abstrait. Et l'esprit, c'était quoi? C'est de dire, faisons comme l'Afrique du Sud. L'ANC a été dominée par une seule caste de Mandela. Il le dit même dans les derniers chapitres sur le long chemin vers la liberté, il le dit. On l'a taxé même de tribaliste. Mais ils se sont tués sur les différences qu'ils avaient entre les Noirs pour d'abord aller combattre, mettre à bas le système et ensuite revenir sur d'autres questions. La féodalité est à dénoncer au même titre que l'esclavage ou le racisme d'État. Mais on peut peut-être
d'un point de vue stratégique politique, se taire sur certaines de nos divergences, pas les oublier, encore moins pas les négliger, mais les mettre de côté et s'attaquer à l'essentiel qui est le système dominateur de l'État. Maintenant, c'était juste la parenthèse Syrie de savoir, est-ce que selon toi, on peut parler d'un intellectuel mauritanien? Surtout intellectuel engagé, peut-être on peut dire intellectuel dans un autre sens, je ne sais pas si M. Diagne me le permet. On dit un intellectuel aussi, c'est quelqu'un qui a produit ses idées au service de son peuple. Il y en a d'autres définitions qui disent ainsi. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'on peut parler d'un intellectuel engagé qui est en dehors du champ politique? Et je vous remercie. Merci. Mon idée qui passe, qui efface tout. Et donc on a toujours essayé, moi j'ai toujours essayé de réunir les gens, de rassembler les gens, mais je pense qu'on n'a pas encore appris la culture où on peut être différent et avoir des éléments de base. Moi ce que j'ai dit toujours, c'est que l'ancienne génération, il faut la laisser tomber. Vous venez avec une nouvelle culture, mais l'ancienne génération, il y a une drôle de culture. C'est-à-dire où vous êtes d'accord avec mes idées, ça marche, mais dès que les gens sont différents, ils ont du mal à concevoir qu'on peut être différent et avoir des éléments communs. Et d'ailleurs, dans le dernier article que j'ai écrit, je parle de ça. Mais, et je dis souvent que nous faisons le travail du pouvoir, parce que c'est nous-mêmes qui divisons les gens. Si vous pouvez mettre ça en place, ce serait génial. Donc des gens qui sont détachés, qui arrivent à rassembler les gens autour des valeurs communes, ça serait vraiment une chose formidable. L'autre chose, pour ne pas être très long, je pense que sur la question de la féodalité, il faut être sérieux entre nous. Chez moi, à Técan, les Machus, ils ont leur cimetière, ils sont séparés des gens. Ça existe, il ne faut pas le nier. Je ne pense pas qu'on puisse mener un combat en étant injuste. Et tu donnes aussi l'exemple de l'ANC. L'ANC n'a pas reproduit à l'intérieur de l'ANC la féodalité. Alors que moi, dans ma tradition de lutte, j'ai vu la reproduction de la féodalité au sein de moi. Je donne un exemple. C'est pas pour dire dans mon cas. Un jour, il y a Seydou Khan, que vous connaissez tous, il vient dans une manif. Moi, j'étais absent. Et quelqu'un lui dit, on a un match mon arrêt. Parlant de moi, d'abord, je ne suis pas match. Seydou lui dit, c'est pour te montrer à quel niveau les gens sont encore. On est dans un mouvement de lutte. On ne positionne pas les gens en fonction de leurs idées ou de leur combat, mais en fonction... Et ça, c'est quelqu'un du flamme qui est d'un certain niveau, je ne vais pas citer de nom. Donc ça existe. Donc combattons toutes choses fausses et mauvaises à l'intérieur de nous-mêmes. Et luttons pour toute cause. Même en mort et des victimes d'injustice, nous devons le combattre. Si on veut avancer. On doit regarder le problème, pas les morts ils sont là et les négros ils sont là. Moi j'ai l'occasion que je suis décédé Babi, j'ai grandi à Décédé Babi, donc je comprends mieux que beaucoup de morts, des situations que vous êtes en train de parler, quel que soit en fait vis-à-vis les négros, vis-à-vis en fait les morts, ou bien je comprends aussi que c'était mort, parce que c'est mort déjà, mais je pense que la plupart des morts ne comprennent pas en fait beaucoup de choses que vous êtes en train de parler, parce que si un mort, entre guillemets, normal, comme moi, il est ici, en fait, et il attend que les gens sont en train d'attaquer, en fait, le problème de Mauritanie, et le mort, et tout ça, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je fais là, quel est le problème? Il n'y a pas de problème vraiment de mort, il y a un problème d'État. Et donc, je pense qu'on doit regarder entre nos yeux qu'il y a un État, il y a des morts qui sont dans l'État, ou bien la plupart des fonctionnaires, des ministres, sont deux morts, sont l'occasion d'être là. Et je pense, avec les mêmes idées que j'ai entendues aujourd'hui, et les mêmes idées et les mêmes cultures qui sont chez les Souniqués, chez les Peuls, chez tous les Mauritaniens, si l'État était gouverné par les Peuls ou bien par les Souniqués, on va être dans les mêmes situations. Et donc, je pense qu'on doit réfléchir bien et on regarde les choses pas de façon je suis mort, je suis Peuls, et problème de négro, c'est un problème d'État. Il n'y a pas d'éducation dans les Mauritanie, il n'y a pas de santé, il n'y a pas vraiment d'équilibre en fait. Il n'y a pas de notion d'État, c'est un État pauvre, tous les gens, il n'y a pas beaucoup de ressources. Et quelqu'un de sait qu'il est là, il va essayer en fait d'entourer en fait ces environnements. Et donc, je pense que nous, en tant qu'intellectuels, on doit penser en fait de manière plus grande. Pour moi, je dis ça en fait plus grand, c'est-à-dire de regarder en fait de comment on peut réunir pour résoudre un problème d'éducation ou bien un problème de santé en Mauritanie. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Mais si on reste toujours en fait sur un problème de mort, ou bien un problème de négro, ou bien un problème de ça, c'est une question d'équilibre, en fait il y a l'équilibre. Et c'est avec le temps, avec le développement que les gens ils changent, je pense. Merci. Il s'agit d'un système où finalement on s'accapare les ressources du pouvoir et on fait de sorte que ceux qui ne sont pas au sein de ce système, dans cette organisation-là,
soit exclu tout simplement. Il y a eu des complicités de personnalités, de notabilité noire, on l'a vu en 1989. Bon, tout le monde sait qu'il n'y a pas de conflit entre catégorie noire et catégorie noire, on le sait. Et que c'est un système effectivement qu'il faut combattre. Et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus et je pense qu'il faut insister, tu as raison, il faut insister sur ce point précis-là. Tu as tout à fait raison. Sur la question de ce... alors, on peut pas, moi personnellement, quand on parle de champ intellectuel, on a parlé de champ intellectuel, mais moi, je ne parle pas de champ intellectuel, je dis qu'on peut, finalement, ce qui est intéressant, à défaut de parler de champ intellectuel, il faut viser en moins des gens qui sortent du lot. Des gens qui ne sont pas forcément, qui ne constituent pas un champ, il n'y a pas forcément de champ, mais qui sortent du lot et qui dénoncent en tout cas de leur côté ce qui se passe, ces actes de violation des droits de l'homme. Et tu as parlé d'intellectuels engagés. Honnêtement, intellectuels engagés, moi en Mauritanie il est ici, engagement permanent, je n'en ai pas vu. Engagement permanent, je n'en ai pas vu. En tout cas, au sens où, par exemple, on l'entendrait ici, quoi, un intellectuel, un intellectuel public, qui s'engage concrètement. Par exemple, un intellectuel que moi j'aime bien, camerounais par exemple, Achille Bembe, qui est un intellectuel à la fois universitaire et un intellectuel public, qui est très engagé. Ça, c'est quelqu'un qui produit quelque chose tout le temps, qui produit. Il est dans la dénonciation, dans la critique et dans la réforme. Il a à la fois une fonction critique et réformatrice constante. Il critique, mais aussi il tente, il propose des solutions pour réformer. En Mauritanie, ça, je ne l'ai pas vu. Et tu as parlé de Ten Youssouf Gueye. Honnêtement, j'ai beaucoup entendu parler de Ten Youssouf Gueye, comme j'ai bien beaucoup entendu parler de Seydou Kane. Et quand j'ai commencé mes recherches là-dessus, je me suis dit, mais honnêtement, j'aimerais lire des choses de ces gens-là. Parce que quand on parle à des militants, ces noms nous reviennent constamment. Ma grande déception a été que je n'ai pas vu d'écrit. J'ai cherché du matin au soir, je n'ai pas vu d'écrit. Et comme tu l'as dit très très bien, comme tu l'as si bien dit, l'intellectuel n'existe pas, la personne n'existe pas quand tu ne produis pas. Et ça c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est... Bon, on va faire un peu de philosophie, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul Sartre qui le dit. Il dit que pour garder une trace de son existence au monde, il faut produire des choses concrètement, soit par l'écrit, soit construire une maison, soit c'est la trace de ton existence dans le monde, et c'est ce qui témoigne de ton existence dans le monde. Ten Youssouf Gueye, il a résisté, il a fait des choses extraordinaires, mais concrètement, je veux dire, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas eu d'écrit. En tout cas, on n'a pas réuni. S'il a écrit des petits articles, moi, il est romancier, il a écrit. Oui, enfin, je veux dire sur cette question précise, je veux dire, il serait bien de réunir les articles qu'il a écrits, les choses qu'il a écrites, pour en faire, je sais pas, un livre ou quelque chose comme ça, avec une préface. Ce serait bien. Il faut situer aussi l'intellectuel dans quelles conditions il est engagé. Il a été dans un lieu bien précis, dans la société. Si, je sais. D'autres ont été aussi dans un autre combat en ayant acquis ce qui s'est passé. Après, c'est l'engagement politique dans le sens où il défendait les autres. Chacun a eu quand même, selon ses... Et par la même occasion, nous remercions Kasataya, en l'occurrence Absel, qui a toujours soutenu les activités du MAC par le biais de leur radio. Merci.